Dans cette vidéo, une Volkswagen, de la propreté, les traces de doigts, et des massages sensuels. on arrive quand Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge. Aujourd'hui, la voiture qu'on essaye, dont on va mesurer les consos et essayer de calculer les autonomies, c'est le Ford Explorer. fiche technique. Allez, c'est parti pour les specs de la Ford Explorer Long Range 2 roues motrices. Autonomie WLTP 572 km, batterie 77 kWh en chimie NMC. La transmission se fait au roue arrière. La puissance est de 210 kW, soit 285 chevaux. Le couple est de 545 Nm. Le 0 à 100 est abattu en 6 secondes 4. La vitesse max est donnée à 180 km/h. Le poids à vide 2190 kg. C'est un petit peu lourd. Au niveau de la recharge en AC 11 kW, en DC puissance max 135 kW, ça paraît peu mais le 1080 est donné pour 28 minutes. Ce qui est plutôt bon. Et enfin, le prix de base pour cette Ford Explorer Long Range est de 45 400 €. Mais le modèle qu'on essaye aujourd'hui, lui, il vous coûtera 52 650 €. À noter que ces prix ne comprennent pas le bonus, car oui, la Ford Explorer est éligible au bonus. Donc si vous pouvez en bénéficier, vous pouvez retirer 4000 €. Donc la Ford Explorer, qu'est-ce que c'est? C'est une base Volkswagen habillée par Ford, donc avec l'intérieur Ford. Comme ils disent, le skateboard Volkswagen, donc la plateforme MEB de Volkswagen. Donc c'est une Volkswagen avec un look de Ford. Bon, le Ioniq 28 Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole pour mesurer les consommations et les autonomies des voitures électriques. On compare la voiture qu'on essaye aujourd'hui, donc la Ford Explorer, avec la Ioniq 28. Toujours la Ioniq 28, elle est là depuis au moins 40 essais. Mais c'est pas un test direct entre les deux, comparatif, c'est vraiment pour une voiture de référence. Voilà, il y a du bruit derrière, c'est un enfer. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Moi, qu'est-ce qui conduit? Là, c'est moi qui conduis. Ok, bon, voilà. c'est parti, voilà, il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas de débat. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de La Teste-de-Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. Bon et bien voilà, on est à bord de la Ford Explorer dans sa version donc grande autonomie 2 roues motrices. Donc le tableau de bord, c'est quand même sympa, belle présentation. On pourra dire que là, les joints des portes, ça fait pas très bien assemblé. Il y a un peu plus d'espace d'un côté que de l'autre. Mais on est dans le détail, c'est quand même pas mal. Le truc qui est ouf, c'est cet écran. Cet écran, il est très incliné et parfois il peut prendre des reflets. D'ailleurs là, on en voit un de reflet. Mais on peut faire ça. On appuie ici et hop, on le redresse. Alors c'est un peu un gadget, un peu à l'image de l'écran BYD qu'on peut tourner vertical horizontal. Mais il y a un truc qui est cool, c'est que ça libère une place ici pour ranger des choses. Et quand on le referme, hop, et si on ferme la voiture à clé, on peut plus ouvrir l'écran. Ce qui fait que ça fait une espèce de petit coffre secret où vous pouvez planquer des trucs. Et en plus, c'est vachement grand. On peut vraiment mettre des trucs. Moi, j'aime bien qu'il soit moitié incliné. Le problème, c'est que quand il est moitié incliné, l'accès au vide-poche, là, il n'est pas très pratique. Bref, on va se mettre en mode Ioniq 28 Challenge. Donc ici, à la ventilation, on se met à 22 en mode auto. On a un petit écran si on veut accéder à plus d'infos sur la ventilation. Climatisation, voilà. Hop. Et là, on a accès à plein de choses. Il y a des reflets et il y a des traces de doigts. C'est génial. C'est la chaîne V, comme d'habitude. Et donc, on peut choisir ici confort, chauffer les mains, les pieds. Ça vous rappellera peut-être quelque chose. Ça vous rappellera les Volkswagen ID. Les traces de doigts, c'est horrible. Bref, allez, on enlève ça. Ici, dans le menu assistance conducteur, on peut retirer l'alerte de survitesse. Alors, ce qui est cool, c'est que plutôt que de faire menu assistance conducteur, etc., ici, on peut créer des raccourcis. Il suffit d'appuyer un peu longtemps dessus. Hop, et on choisit ce qu'on veut mettre à la place. Il n'y a que 4 raccourcis. Il y en a un 5e qui s'ajoute quand on est en Apple CarPlay. Donc en fait, quand on est ici sur l'écran principal pour retirer l'alerte de survitesse, hop, hop, et c'est terminé. Ça va, c'est assez rapide même si on préfère que ça soit sur le volant. On se met en mode de conduite normal. Donc le mode de conduite, c'est ici et profil de conduite. Et là, on est bien en mode normal. On a un mode éco, sport, normal et individuel. On va le montrer vite fait. Ici, on appuie là. Et on peut caler la direction comme on veut, le comportement dynamique, le moteur, etc. Oh, on peut mettre un mode sport au régulateur adaptatif. Alors ça, c'est très cool. Bon, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous présente vite fait l'écran devant le volant. On a un écran devant le volant qui reprend les principales informations. En appuyant sur le bouton ici, là, les petits écrans là, on peut faire varier la présentation, afficher ce qu'on veut.
Et en appuyant sur le bouton gauche-droite ici, on peut changer aussi ce qu'on va afficher. Si on veut les tripes, si on veut le guidage, etc., etc. Et dans cette version, on a un affichage tête haute. Où là, il n'y a que la vitesse, mais il y a aussi les aides à la conduite et le GPS. Ça, c'est vraiment très très cool. Par contre, on n'a pas comme dans les Volkswagen ID, le GPS tête haute avec les flèches qui vous dit tournez à gauche, tournez à droite. Ça, il n'y a pas dans la Ford Explorer. Et ici, on a 2 emplacements pour mettre un téléphone portable, mais il n'y en a qu'un seul, malheureusement, qui charge. C'est dommage. Donc pour partir, petit levier ici, c'est pas un levier qu'on monte ou qu'on descend comme chez Tesla, c'est un levier qu'on tourne un peu à la sauce Hyundai. Donc quand on tourne en avant, on passe en mode D, c'est le mode de marche avant sans freinage régénératif, ou en tout cas très peu de freinage régénératif. Et quand on met un deuxième coup, on passe en mode B, là il y a plus de régène, c'est ce qu'on va faire. Et si je passe en marche arrière et que je repasse en marche avant, je reste en mode B, donc ça c'est cool. Bon allez, on y va? Allez, vas-y, je te laisse passer devant. Alors première chose que je vais regarder, le toucher de pédale d'accélérateur. Il n'y a pas de one pédale cette voiture, il n'y a que du rampage. Et si je lâche le frein, voilà, bon bah la voiture on le voit, elle accélère tout doucement, il n'y a pas de bondissement. Donc déjà, en ville par exemple, ça sera super agréable. Ça, c'est un premier bon point, on va dire. Par contre, il n'y a pas de one pédale, impossible. Et moi, je trouve que la régène en mode B, elle est pas ouf. Même des fois, on se demandait si on était en mode B. Donc c'est un truc qu'on va mesurer, vous le savez. Est-ce qu'il y a de la régène alors que je suis à 100%? Parce que je ne l'ai pas dit, on est à 100% évidemment. Bah là, comme ça en ville, oui. J'ai aucune indication au tableau de bord qui m'indique si la régène est limitée ou pas. A priori, là, il y a de la régène. Alors, est-ce qu'on a de la régène quand on freine? Donc là, j'ai un petit indicateur sur le tableau de bord. Eh bien, oui, j'ai de la régène quand j'appuie sur la pédale de frein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas anodin. Ça veut dire que si vous voulez conduire avec une régène faible en mode D, eh ben, si vous freinez avec la pédale de frein, il y a quand même du freinage régénératif. Et donc, vous n'allez pas consommer plus en fait. Et surtout que ça va permettre de limiter aussi l'usure des plaquettes, vu que ça, d'abord, le début de la pédale va activer le régénératif, puis le frein mécanique si vous appuyez plus fort. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le confort des sièges? Je crois qu'on a des sièges AGR, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors ça c'est un truc qu'on connaissait pas, que Ford nous a expliqué. Il y a une espèce de norme pour les voitures d'entreprise pour que les gens qui roulent beaucoup aient pas mal au dos. Et ça c'est des sièges AGR, donc c'est des sièges qui ont énormément de réglages différents. Appui tête, lombaire, au niveau des cuisses là, comment ça s'appelle? Bon, enfin bref, tu peux allonger l'assise. Il y a même une fonction massage. On a quand même fait 750 km dedans. Dans une vidéo de road trip qui va apparaître après cette vidéo. Donc abonnez-vous pour pas la rater parce que c'est une bonne routière, on le dit tout de suite. Et du coup, c'est assez intéressant. On va tester surtout le planificateur dans cette vidéo. Donc on a fait 750 km dedans et nickel quoi. Tellement nickel qu'Alex il s'est endormi comme une espèce de grosse merde. J'ai quasiment dormi tout le tronçon où tu conduisais. Et mais moi aussi j'ai dormi. En fait, c'est une voiture dans laquelle on dort bien finalement. Ah oui, très bien. Aucun souci d'endormissement. D'ailleurs, petite image d'Alex qui dort. Ah, j'étais sûr, en plus, je me suis dit, je suis sûr qu'il y a des dossiers. Je me permets pas ce genre de choses et toi, non, tu t'hésites pas. On peut bien dormir parce que on a des bons sièges, mais parce qu'on a aussi une bonne suspension. Ouais, si vous cherchez un véhicule de type sportif, je sais pas ce que t'en penses, mais... Je passais votre chemin avec ce Explorer. Par contre, c'est vrai que sur l'autoroute, et puis là, je vois, il y a des petites aspérités sur la route, ça filtre super bien. C'est plutôt mi-mou que mi-dur. Oui, ah oui, complètement. Et les sièges, on l'a pas dit, mais c'est mi-dur, mi-mou. On va peut-être parler de l'habitacle un peu en général. Qu'est-ce que t'en penses, toi, JC, de cet habitacle? Moi, je trouve que c'est hyper bien présenté. Je trouve ça beaucoup plus beau qu'une Volkswagen ID4. Alors, je suis d'accord, hein, complètement. En fait, pour moi, c'est un enfant entre l'ID4 et la Mach-E. Exactement. Mais alors, qui est le papa et qui est la maman? Ah, ça, ouais, je ne me prononcerai pas. On a des plastiques durs par endroit, par exemple ici. Là, c'est un endroit où on a un peu l'habitude que ça soit un peu moussé, bah c'est dur. Mais là, on a une belle planche en tissu, là, ça fait très moderne. Là, c'est du plastique moussé, c'est propre. Là, c'est un peu moussé, mais moussé, comment on appelle ça? Pour ceux qui ont vu la vidéo de la R5, moussé tranche de jambon. Non, au niveau de l'habitacle, moi, ce qui m'a marqué, c'est quand même la largeur de la coudoir centrale, qui permet que le conducteur et le passager aient vraiment de la place et on se bat pas pour la coudoir. On s'est d'ailleurs jamais touché le bras sur la route. T'as essayé 2-3 fois, mais je t'ai dit calme-toi. Ouais. Et l'autre élément, c'est le truc un peu innovant de cette voiture, c'est l'écran qui bascule. Ouais, je l'ai montré dans l'introduction. Et ce qui est en plus génial, je trouve, c'est que derrière ça, ce sont toutes les fonctions de Volkswagen. C'est vraiment du Volkswagen. Enfin, je veux dire, c'est une Volkswagen. Mais comme tu as dit tout à l'heure,
où il y a eu la Ford Mustang Mach-E qui aura mis un petit grain de sel, on va dire. Et du coup, c'est beaucoup plus joli que la Volkswagen ID4. Tout est mieux présenté, les menus, les fonctions, tout est avec des gros boutons. Alors les boutons comme ça fait pas très moderne, mais néanmoins, c'est quand même super joli. Par contre, ils ont dû garder toute la partie bouton tactile ou capacitif que moi personnellement j'apprécie pas des masses. L'interface elle est cool, elle est un petit peu en retard quand même. Par exemple, tu ne peux pas avoir un lecteur audio en ligne, par exemple Spotify, Deezer, YouTube Music, etc. C'est pas dedans. Heureusement, tu as Apple CarPlay et Android Auto sans fil, donc tu t'en sors avec ça. Mais il y a de plus en plus de gens qui commencent à se dire que quand tout est intégré, c'est quand même plus sympa. Ça fait pas chauffer ton téléphone, par exemple. Donc l'interface, elle est bien sans plus, ça fera le job. Par contre, effectivement, comme tu disais, tous les boutons de cette voiture, sauf les lèvres-vitres, sont tactiles haptiques. On s'y fait forcément, mais on préférera toujours des boutons qui marcheront toujours mieux. Le pire pour moi étant le volume. Faire monter rapidement ou baisser rapidement le volume, c'est un enfer, je sais pas comment on fait. Parce qu'en fait le volume c'est ici, là il y a une espèce de barre, mais ça marche pas très bien. On sait pas quand on appuie, on sait que c'est vraiment pas ouf. Et dans les autres éléments aussi repris de Volkswagen, c'est qu'on a le bouton rire pour les fenêtres arrière. Alors je vous montrerai ça à la fin de la ville parce que je peux pas filmer en même temps que je conduis. Mais effectivement ici là, c'est vraiment... Et c'est dommage. Moi, j'espérais vraiment que Ford, en reprenant la plateforme et en faisant du Ford par-dessus, on aurait une meilleure ergonomie, mais non. On a encore cette ergonomie de Volkswagen qui est un peu pourrie. Et ce matin, je suis passé chez Volkswagen et je me suis rendu compte que toutes les thermiques au volant, c'est des vrais boutons en fait. Il n'y a que les électriques qui sont obligés d'avoir ça. C'est dingue. Bon, en tout cas, là, on est en ville. La voiture, elle se conduit bien. C'est assez doux. Tu sais quoi? Je vais regarder la conso. Bon, écoute, pour l'instant, je consomme un peu. De ce qu'on a vu de toute façon sur route, c'était pas une maîtresse de l'efficience, mais c'est pas vraiment le meilleur terme. Une reine de l'efficience. Ouais, c'était une reine, c'est ça que je cherchais en fait. C'est bizarre que tu aies eu le mot maîtresse comme ça qui t'est venu. Mais je parlais école, tu vois, du coup c'est ça qui m'est venu direct. Si t'as des choses à avouer, dis-le moi. Franchement, ça restera entre nous. Bon, là, on n'a pas de bol. On est coincé par un triathlon. Donc, on est à l'arrêt depuis 5 minutes et forcément, la conso de ma voiture augmente parce qu'il y a la clim alors que je suis à l'arrêt. Bon allez, on arrive à la fin du trajet ville. Donc on a été un peu plombé par le triathlon. Hein. On est resté 5 bonnes minutes à l'arrêt avec la clim en marche. Donc là, les chiffres sont pas ouf. Mais vu que les deux ont été pénalisés pareil, normalement ça devrait lisser tout ça et permettre de comparer quand même l'Explorer par rapport aux autres voitures qu'on a testées. Ouais, mais alors moi, je me disais, j'ai quand même un toit en verre qui est pas occultant en plus, qui fait que peut-être ma voiture a pu chauffer un peu plus que la Ioniq 28. On était à l'ombre pendant l'arrêt quand même. Néanmoins, la voiture a des jantes 20 pouces. Elle pèse 2 tonnes 1. Généralement, ce genre de truc en ville, c'est jamais terrible. Et en même temps, ils ont qu'à mettre un occultant. Hein. Enfin, elle existe sans toit vitré. Hein. On aurait pu en prendre une sans toit vitré aussi, tu vois. Je me mets en mode P. Quand on se met en mode P, ça serre le frein à main. C'est parfait. Bon. Compète de vitres. Alors, ne pas se louper. Alors, attends. Avant de faire la compète de vitres, je vous montre ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, ici, il y a plusieurs commandes. Ici, des fois, on a tendance à tirer dessus. Ça ouvre le coffre. Et ici, il n'y a que 2 boutons pour les vitres et le bouton ici pour passer hop, sur les vitres arrière. Donc là, si je fais ça, j'ouvre les vitres arrière. Et si je fais ça, j'ouvre les vitres avant. Le problème, c'est que tu roules des fois et tu regardes pas pour lever les vitres, bordel. Et donc, tu fais comme ça, ta main avance pour trouver le truc, tu appuies sur R et tu ouvres les fenêtres arrière. C'est ultra relou. Et en plus, c'est tactile, donc c'est même pas si tu appuies dessus ou pas. Comme on l'a dit dans une autre vidéo, un petit loquet que tu passes en avant, en arrière, ce serait génial. Elle a donc compète de vitres. 3, 2, 1, go. Éclatage complet là. Est-ce qu'on regarde à l'arrière si on peut mettre le bras à la vitre? En même temps, il y a un truc bien droit, bien vertical. Donc ça devrait. Hein. Oh, pas mal. Ouais, c'est bien ça. Bon, bah allez, c'est validé. Tu veux qu'on regarde s'il y a un vrai anti-pincement? Vas-y. On y va? Ah, t'es petit joueur. Je commence par le calepin, s'il y a un anti-pincement, je vais le mettre à la main et faire genre j'ai pas peur. Ah non, t'es petit joueur. Oh, non mais non, il est petit joueur. Ouais, ça va. Il y a un anti-pincement. Je le fais sans trucage. Voilà. Moi, je prends les risques, tu vois. Et tu prends les risques, il en a eu une pendant 5 ans, hein, s'il te plaît. Je t'avoue que j'étais pas sûr. Bon, allez, on passe à la route. Le parcours routier, c'est 25 km composé en grande partie de portions à 80 km/h avec des ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Bon allez, il y a une tradition quand même sur cette chaîne. Même si je perds tout le temps, j'y tiens. C'est le Shifumi qui partira devant. Même s'il n'y a aucun intérêt et aucun avantage, mais on va en faire un. Allez, il n'y a pas de pluie, hein. Shifumi.
Ah non, je déteste ça. Ah, j'aime pas ça. Est-ce que tu commences à réfléchir maintenant? Forcément. Shifumi. Yeah. Je t'ai dit, ah, il va faire pareil. Je me suis dit, il va faire pareil. Bon, ça veut dire quoi que j'ai gagné le Shifumi? Ça veut dire que je passe devant. Parce qu'on veut pas qu'il y ait un avantage aérodynamique. Donc il y en a un qui se met devant et au milieu de la route, hop, on inverse. Donc là, c'est moi qui commence. Au final, ça change rien au final, mais bon, c'est juste rigolo. Je dois en être à 87 victoires à 3. Tiens, vas-y, passe derrière moi pour voir si j'ai une alerte. Bah là, non. Non, j'ai aucune alerte de franchissement latéral arrière. En plus, t'as une caméra qui te dit que la distance, t'as 4 mètres derrière toi, mais en fait, t'es collé à ma voiture, quoi. Ouais, alors la caméra, elle a une vraie particularité, c'est que là, j'ai l'impression que je suis très très loin, mais en fait, je suis très très près et c'est assez troublant. Alors là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a donc les deux flancs latéraux pour voir où on met les roues, pour voir si on est loin du trottoir, donc ça, c'est cool. On a la caméra arrière, la caméra latérale, on l'a déjà vu, et la caméra avant. Ah, attends, alarme de sortie. Ah, ça, c'était désactivé. Je recule, vas-y, refais. Non, je pourrais te percuter tranquille. Bon, bah voilà. Par contre, a priori, si j'ouvre la porte et que tu passes, ça va m'alerter. Allez, on est parti pour la route. Alors, sur la route, qu'est-ce qu'on fait? On se met au régulateur adaptatif. Donc, cette voiture est équipée du Drive Assist de chez Ford, qui est en fait le Drive Assist de chez Volkswagen, donc toujours le même. Donc, il se pilote avec ici les touches du volant qui sont absolument horribles, on en a déjà parlé. Enfin, non, allez. On a du mal à se rendre compte vraiment de si on a bien cliqué ou pas. Il y a un retour haptique, donc une petite vibration quand tu appuies qui est vraiment bizarre. Bref, je me suis calé à 80 km/h. La voiture a un régulateur adaptatif, donc si la voiture de devant ralentit, la voiture ralentit aussi. Et en plus, il est intelligent. C'est une option qu'on peut valider dans les configurations et qu'on peut retirer si on n'en a pas envie, parce que je vais vous expliquer pourquoi des fois on a envie de le retirer quand même. Si on arrive au régulateur à 80, par exemple, dans un rond-point, la voiture va ralentir naturellement pour passer le rond-point sans qu'on ait besoin de toucher la pédale d'accélérateur ou de frein. Là, par exemple, il n'a pas détecté le rond-point. Oh là 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 là. Donc, quand on arrive dans un rond-point, la voiture ralentit. Quand au GPS, on doit tourner à droite, la voiture ralentit pour tourner à droite. Ça, c'est vraiment cool. Le problème, comparé au BMW, au Mini et au Renault, qui ont ce système-là aussi, c'est que je trouve que parfois, elle ralentit dans des zones où il n'y a pas besoin de ralentir. Typiquement, pour aller chez moi, c'est une grande ligne droite, et à un moment sur cette grande ligne droite, elle dit « virage dangereux devant », et elle se met à 50 au lieu de 80. Non. Donc au final, moi personnellement, j'aurais plutôt envie de le désactiver. Ah, alors toi, t'es friand de ça pourtant. Ah ouais, j'adore ça, mais là, non. Autre particularité du régulateur de vitesse, c'est qu'il peut se synchroniser automatiquement au panneau. Là, je suis à 80. Si devant, tout d'un coup, j'ai un panneau à 70, ou si dans la base GPS, la voiture sait que la route devant elle est à 70, elle peut passer automatiquement à 70. Et ce qui est bien, c'est qu'elle fait en sorte d'être à 70 au panneau. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et si ça repasse à 90 derrière, la voiture remonte à 90. Ça, c'est cool, mais encore une fois, on le dit toujours, la lecture des panneaux, c'est pas génial. Les bases de données, GPS, délimitation de vitesse, etc., c'est pas génial. Ce qui fait que la voiture, parfois, vous êtes sur l'autoroute, elle va passer à 90, vous savez pas pourquoi, quoi. Donc ça, c'est pénible aussi. Et par contre, alors là, elle a un vrai manque par rapport au Mini, au BMW et au Renault. C'est que on ne peut pas faire une synchronisation manuelle de la vitesse du régulateur par rapport au panneau. Donc, si je désactive la synchronisation automatique de la vitesse du régulateur et que je passe en manuel, je peux pas, quand je vois un panneau 90, appuyer simplement sur un bouton synchronisé qui va me mettre à 90. Il faut que je le fasse moi-même, plus moins, plus moins. Et vu que les touches haptiques là, elles sont un poil relou, ça devient un peu chiant en fait. Moi, j'avoue que les touches haptiques, très régulièrement, je voulais augmenter de 1 en 1. Et parfois, ça faisait 1, 1, 2, hop, 10. Je fais, ah mince. Et du coup, tu réussis pas toujours à choper le bon feeling. Après, il y a sûrement un coup à prendre, mais c'est vrai que c'est pas top. Techniquement, elle peut faire des trucs trop bien, mais on reste sur notre fin en fait, parce qu'il y en a d'autres qui font beaucoup mieux, quoi. C'est vraiment très bizarre. C'est vraiment dommage. Et alors, j'ai vu un truc tout à l'heure par rapport au régulateur adaptatif, c'est que tu peux régler en mode éco, normal ou sport. Donc, tu peux avoir un régulateur adaptatif qui envoie un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Avec un comportement un peu plus dynamique, quoi. Et du coup, le Drive Assist, c'est le régulateur adaptatif plus le Lane Assist, c'est-à-dire une aide qui vous maintient au milieu de la voie. Alors ça, pour le coup, ça marche vraiment pas mal. Ça fait partie des meilleurs. Là, je tiens pas le volant, il suit la courbe. Ça, c'est vraiment cool. En plus, volant capacitif. Donc ça, c'est vraiment très cool. Par contre, Alex, sur le long trajet qu'on a fait, faut dire qu'Alex, il a des façons cheloues de tenir le volant. Comme ça, comme ça, comme ça. Je vous montre comment j'étais. Voilà, souvent, je suis comme ça, la main à gauche, 2 doigts à l'intérieur, et là, il me détectait pas. Pourtant, j'avais bien la main en contact. Donc, je sais pas, bizarre. Alors, James s'est souvent fait engueuler par la voiture, alors que c'est un volant capacitif, et habituellement, normalement, voilà, alors que moi, je me suis absolument jamais fait engueuler. Il y a un truc qui est très cool aussi sur le Lane Assist, c'est qu'il fonctionne un peu à la façon des Stellantis.
C'est-à-dire, je m'explique. La voiture, elle est centrée au milieu de la voie. Je prends ma voiture, je la force pour se mettre un petit peu à droite. Au début, elle me dit non, je veux pas, non, je veux pas. Et après, on sent que le volant, il résiste plus. Et en fait, elle reste calée là où tu l'as mise. Et ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est dans ce qui se fait mieux. Normalement, Renault le fait aussi, mais on n'a jamais vraiment réussi à bien le tester. Ouais, mais Renault le fait seulement à des basses vitesses dans les embouteillages, en gros, pour laisser une voie pour les motos. Là, sur celle-là, ça le fait à toutes les vitesses, comme sur les Stellantis, les Peugeot, etc. Non, franchement, les aides à la conduite, autant sur les nationales départementales, le régulateur de vitesse, c'est un petit peu chiant, faut le manipuler, il se met pas automatiquement, etc. Bon, ça passe hein, quand même, ça va quoi. Mais par contre, sur l'autoroute, c'est franchement top. On le verra tout à l'heure d'ailleurs, parce que tout à l'heure, on va aller sur l'autoroute, évidemment. On arrive à la fin de la route. On a roulé un peu plus lentement parce qu'il y a un peu d'embouteillage. On a vraiment pas de bol avec ce test conso là. On sera quand même à peu de choses près dans les clous. En plus, de toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, les deux voitures ont subi les mêmes péripéties de route, on va dire. Conditions de route, tout simplement. Que péripéties. On va voir un des atouts quand même de la plateforme MEB de Volkswagen. Le diamètre de braquage, messieurs, dames. Quelle tuerie. Je me sers là et tu dois passer derrière moi. Et là, moi, je vais faire un tour. T'es prêt? Non mais... Regarde, si je... Regarde. Non mais c'est incroyable. Tu sais, plus le volant tourne et plus tu te dis non, ça s'arrête là. Ben non, ça continue, on peut tourner encore. Regarde. Pour tourner autour de la Ioniq, je suis obligé de débraquer, sinon je te percute. Je te passe fort derrière là. Ouais. Et si je garde serré, là, je te rentre dedans. Non mais c'est incroyable. Ça, c'est quelque chose qu'on parle peut-être pas assez souvent. Et selon les voitures, ça apporte quand même énormément de confort au quotidien. Moi, en l'occurrence, avec Hyundai, on a des rangs de braquage assez pourris, on va dire, avec des grosses voitures. Tesla, pareil, c'est pas terrible. Là, avoir une voiture qui peut facilement se manœuvrer, bah du coup, elle est plus confortable à conduire au quotidien, elle est moins stressante. On se dit qu'on peut se garer n'importe où, faire des petites manœuvres. Et ça, c'est top. Prends la photo au lieu de parler là. Bon, bah j'ai une conso. J'ai une conso. Le mec parle plus. Ok. Ah bah je suis plus au téléphone. Ah bah d'accord, c'est pour ça qu'il parle plus. Alors, la conso? Bah, sur la fin, elle est revenue à une norme. Ok, ben moi je suis pas si mal, mais on n'a pas roulé très vite. Bon. Parce qu'on a une moyenne, ouais, moi j'ai 58 km/h. J'ai 55. Je voulais juste dire que sur la route, cette voiture, l'amortissement, c'est vraiment tapis volant. Voilà, je vois que ça l'a vraiment marqué. On va passer à l'autoroute. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Bon alors, qui va passer en premier sur l'autoroute? Il veut sa revanche à chaque fois. C'est comme le mec qui perd tout le temps au tennis et qui veut toujours rejouer le match d'après pour dire peut-être celui-là je vais le gagner. Non mais j'étais pas en forme la dernière fois. J'avais le vent contre moi, j'avais le soleil. J'ai refait le cordage de ma raquette là. Mais le problème, on joue 3 jeux. Maintenant je calcule obligatoirement. Allez, je fais au hasard, vas-y. Shifumi. L'honneur est sauf. Un partout, sur ce test conso on va dire. Bon, avant de partir, je vais vous montrer un petit truc. C'est à propos du planificateur et de l'estimation d'autonomie. Regardez, ici la voiture me dit que j'ai 457 km d'autonomie. Ça c'est basé sur les derniers kilomètres, la consommation sur les derniers kilomètres. Maintenant si je fais OK Ford, OK Ford, OK Chaud, allez à Paris. OK, Paris, centre, bon. bonne route. Ça n'a pas très bien marché mon histoire. Mais... Voilà. Et là maintenant, l'autonomie de la voiture est passée à 405 km. Parce que tu peux te taire. Voilà, je l'ai coupé vite pour paquet de préconditionnement. Voilà. Et on est repassé à 457. Donc la voiture serait censée donner une autonomie ici en fonction du parcours qu'elle va faire. Sauf que... Parce qu'elle recalcule après en fonction de la consommation des derniers kilomètres et... Non. On le rappelle, on a fait un road trip. Que vous verrez bientôt sur la chaîne. Et pendant le road trip, elle nous a changé plusieurs fois de borne sur le même parcours parce qu'elle recalculait et la consommation estimée n'était pas la bonne. Voilà. Eh bien, puisque tu as gagné, passe devant. Tu connais le chemin parce que tu n'as jamais passé devant en fait. C'est vrai que je risque de me perdre. Hein. Alors ce qui est bien, c'est que quand on repasse en drive, j'ai déjà dit, si j'avais mis le mode B avant, bah, je reviens en mode B. Donc ça, c'est quand même cool. On n'est pas obligé de faire 2 coups à chaque fois, comme chez BMW par exemple, Mini. Ça, j'aime bien. Cela dit, en même temps, quand tu es obligé de faire 2 coups pour te mettre en mode B, eh ben, au bout d'un moment, ça devient une habitude, tu le fais tout le temps. Et quand t'es pas obligé que ça la garde en mémoire, bah, des fois, tu sais plus si t'es passé en mode B ou pas. Donc le matin, quand tu te lèves et que tu prends la voiture, faut mettre 2 coups. Si tu fais une marche arrière, faut mettre plus qu'un coup. Finalement, je me dis, est-ce que c'est pas mieux de mettre 2 coups à chaque fois, comme ça, t'es sûr que t'es en mode B tout le temps? Alors là, je suis complètement d'accord avec toi, parce que je me suis fait la même remarque quand on a conduit hier. Et plusieurs fois, je dis, attends, là, je suis en D ou B. Ah mince, non, c'est vrai que c'est qu'un coup, parce que là, elle est déjà allumée. Donc bon, non, je suis d'accord, je préférais au final avoir 2 coups à faire tout le temps, plutôt qu'un coup une fois de temps en temps. Bon, les voies d'accélération, j'accélère un peu. Alors, ça fait quand même 285 chevaux, en gros.
Mais c'est bizarre, on a l'impression de pas vraiment les avoir. Alors attention, hein, ça à la pêche, ça fait le 0 à 100 en... 6 secondes 4. En fait, ça met un gros coup au début en général quand on accélère, et puis après l'accélération est assez molle. Mais c'est super sympa à conduire. Attention, je critique pas, je dis pas que c'est pourri. Je dis juste qu'il y a des voitures où l'accélération fait plus kiffer que celle-là, quoi. Voilà. Après, comme on le dit souvent, des gens qui viennent du thermique qui conduiront cette voiture, et ils vont avoir l'impression d'avoir une voiture qui marche très fort. Et à aucun moment on s'est senti limité par la puissance pour faire des dépassements, s'insérer, etc. Enfin, c'est hyper fluide, quoi. Puisqu'on parle d'accélération et tout, il y a un truc qu'on n'a pas dit en ville et qui est très important, je trouve. C'est quelque chose qu'on a remarqué sur les derniers modèles qu'on a essayé. C'est que le passage accélération, régène, il se fait dans une super fluidité. Il n'y a pas d'à-coup et ça, c'est très bien aussi. Bon, là on attaque l'autoroute. Du coup, autoroute dit long trajet. Long trajet, ben qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit efficace? Il y a 2 critères principaux, ou 3 on va dire. La vitesse de charge, l'autonomie et l'autonomie qui est directement liée à la consommation. Mais là on va parler surtout de la vitesse de charge. Quelle est la vitesse de charge de cette voiture? Elle est donnée en 135 kW DC max. Donc sur le papier, c'est un peu décevant, c'est équivalent à une Renault Mégane. Le problème, c'est qu'elle a une courbe de charge. Enfin, l'avantage plutôt, c'est qu'elle a une courbe de charge qui est très plate. Et en fait, elle fait le 10-80 en 28 minutes. C'est complètement bien, surtout que on n'arrive pas toujours à la borne de recharge à 10%. Donc en gros, on va recharger 20-25 minutes, en gros, en moyenne, on va dire, 25 minutes. Et sincèrement, c'est hyper bien, quoi. Et donc, encore une fois, pas besoin d'une grosse puissance de charge tant que la courbe est bonne. Parce que si on compare par exemple avec une Tesla Model 3 Long Range, qui peut aller jusqu'à 250, je crois, kilowatts, bah en fait, ça, c'est quand même une courbe qui descend assez rapidement. Au final, en temps de charge, on n'est pas loin des 30 minutes quand même. Bah oui, c'est ça. Malgré un pic de charge qui est beaucoup plus fort. Donc comme quoi, le pic de charge, il veut pas souvent dire grand chose. C'est vraiment la courbe de charge et le temps de charge qui est le plus important. Donc, la voiture est équipée. Alors là, on a un gros doute. Et on l'avait déjà sur l'i17 quand on a fait notre road trip avec l'i17 qui repose sur la même plateforme. Ford nous dit qu'il y a un préconditionnement automatique, c'est-à-dire que quand au GPS on pointe vers une borne de recharge, la voiture préconditionne la batterie, la met à bonne température pour avoir la puissance de charge maxi. Mais on a toujours eu des doutes avec ce truc. Et on a remarqué que quand on lançait le préconditionnement manuel, parce que sur cette voiture, et ça c'est cool, il y a un préconditionnement manuel, c'est ici dans la section optimisé, et on s'était rendu compte que préconditionné manuellement, l'i17 chargeait beaucoup plus fort que sans le préconditionnement manuel. Mais on n'en a aucune certitude. Mais bon, normalement, d'après Ford, il y a un préconditionnement automatique. Elle est également équipée du plug and charge, si je dis pas de bêtises. Ouais, plug and charge, ça c'est vraiment très cool. Par contre, attention, les Volkswagen, elles ont un petit problème pour tout ce qui est auto-charge. L'auto-charge et le plug and charge, c'est différent. On a fait une petite story sur Insta qui explique ça, je vous la mets en lien dans la description. Mais les Volkswagen, en gros, quand tu les branches, elles donnent un ID différent à chaque fois et donc c'est impossible de faire de l'autocharge avec. Et l'autocharge, pour le coup, c'est beaucoup plus répandu que le plug and charge. Même si c'est moins sécurisé. Donc là, je suis derrière une voiture qui roule à 108 km/h. On va tester, on va regarder si le régulateur adaptatif, il accélère bien quand on veut doubler. Clignotant. Hop, voilà, je suis déjà à 115, 118, 120, 122, 128. Donc voilà. Contrairement à certaines voitures, dont celles qui ont un T sur le capot, quand on double, la voiture accélère tout de suite, on n'a pas besoin de mettre le pied sur l'accélérateur. Et ça, c'est cool. Et un truc qu'on a remarqué, c'est qu'elle ne dépassait pas par la droite. Sauf en dessous d'une certaine vitesse, où quand elle considère qu'en gros c'est des embouteillages, là, elle peut dépasser par la droite. Enfin voilà, c'est juste parfait, quoi. Donc là, je vais vous montrer qu'elle a le changement de voie auto. Donc le changement de voie auto, c'est quoi? On met un petit coup de clignotant autoroute et la voiture gère toute seule le changement de voie. Alors là, pour beaucoup, ça peut être un gadget. Mais sincèrement, quand ça marche bien, c'est trop génial en vérité. Il y a un autre truc qui est bien avec le régulateur qu'on commence à voir de moins en moins sur les voitures qui sont en tout écran. C'est que j'ai un petit bouton ici sur le volant pour régler la distance que je veux par rapport à la voiture de devant. On n'est pas obligé d'aller dans les menus, ça c'est cool. Bon bah c'est bien d'avoir une vitesse de charge correcte, une autonomie correcte, mais pour pas se prendre la tête, c'est pratique d'avoir un planificateur. Et cette voiture en est équipée. Et ben ouais, il y a un planificateur d'itinéraire. Alors là, je vous invite vraiment à regarder la vidéo qu'on va publier sur la chaîne très bientôt sur notre long trajet de 750 km pour revenir de la Bretagne, parce qu'on l'a prise en Bretagne cette voiture, à Brest. Et il y a un planificateur, donc c'est le même que chez Volkswagen. Ses qualités, c'est qu'il est quand même assez simple à utiliser. Tu dis que tu veux aller quelque part, il t'y emmène, il te fait les arrêts recharge. L'inconvénient, c'est que il a vraiment du mal à savoir quel sera le pourcentage à l'arrivée à la borne. Le calcul est faux. Chez Tesla, chez BMW, chez Renault, quand il te dit que tu vas arriver à tel endroit à 15%, c'est parce qu'il le sait. Et en général, tu arrives dans les 15%. Elle se base sur la consommation qu'elle a eue avant. Enfin, je sais pas comment elle marche, mais elle se trompe toujours. Et donc, au fur et à mesure que tu roules, la planification change tout le temps.
Et donc, il y a une nouvelle borne à chaque fois, ça change quasi en permanence. Et en fait, finalement, tu sais pas vraiment où tu vas t'arrêter à recharger si tu le suis, quoi. Tu vas dire au départ, tu vas dire tiens c'est cool, je vais m'arrêter à cette station, je l'aime bien et tout. Sauf que potentiellement sur la route, elle va te dire ah, mais en fait je peux pas l'atteindre cette station, donc je t'en propose une autre et peut-être que l'autre elle te plaît pas en fait. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de customisation possible. On ne peut pas dire quel réseau on veut prendre, quel réseau on veut pas prendre, etc. On peut dire qu'on veut que Unity. Ici, quand on fait glisser, on a tous les arrêts recharge qu'on va avoir. Mais il n'y a aucun pourcentage indiqué. Si on veut le pourcentage, par exemple de notre premier arrêt à PowerDot en Espagne, faut en plus cliquer là et là on sait qu'on va arriver à 25. Alors que nous, ce qu'on aime bien quand même dans un planificateur, c'est que là ça nous met, voilà, le prochain arrêt. C'est dans 2 heures et tu arriveras à 25%. Vraiment regardez la vidéo qu'on va publier bientôt sur la chaîne si vous voulez en savoir plus sur le planificateur. Il est pas mauvais, mais il est pas génial. Et comme on l'a dit dans la vidéo, en fait c'est un bon parachute quoi. C'est-à-dire vous lancez le planificateur, vous le suivez. Si vous avez envie de vous arrêter avant, vous vous arrêtez avant. Et au pire, si vous ne trouvez pas de borne et que vous savez pas où vous arrêter, vous suivez le planificateur à la fin. Surtout que si jamais vous avez besoin de vous arrêter plus tôt, vous voyez sur l'autoroute d'un coup il vous dit prochaine station à 20 km ou 30 km et il y a des bornes, bah vu que vous avez le préconditionnement manuel, bah vous cliquez sur le bouton préconditionnement manuel et là vous vous arrêterez à la station qui suit quoi. Et ben en fait c'est la conclusion que je voulais dire à propos du planificateur. Vu qu'il n'est pas très clair, il n'est pas ultra performant et qu'aujourd'hui sur les autoroutes on n'en a pas vraiment besoin, moi je pense que je naviguerai plus genre sur Google Maps ou Apple Plan et dès que je vois une station où j'ai envie de m'arrêter, je lance le préconditionnement manuel et je m'y arrête quoi. Et surtout quand vous naviguez avec Apple Plan sur Apple CarPlay, tout le système reprend la navigation, à la fois le tête haute, l'écran ici. Donc en fait, c'est exactement pareil, vous perdez rien à naviguer sur Apple Plan. Très bon point à apporter parce que c'est quand même assez rare chez les autres constructeurs qu'on ait cette possibilité. Et ça c'est top. Donc nous, il y a un truc qu'on aime beaucoup aussi dans les GPS embarqués des voitures électriques et c'est vraiment ultra pratique. C'est quand la voiture te donne ton pourcentage à destination, même sans parler d'arrêt. Par exemple là, si on dit qu'on veut aller au Vieux-Boucau, Vieux-Boucau-les-Bains ici, je dis que j'y vais, c'est pas loin. C'est dans 103 km. Démarrage, et ben là, je ne sais pas à quel pourcentage je vais y arriver. Ça me dit pas si y a aucun problème, si je vais être un peu short. Je suis obligé de déplier ici. Là, il y a marqué Vieux-Boucau et je suis obligé de cliquer là. Et là, ça me dit que je vais arriver à 58%. Alors que sur toutes les voitures électriques un peu modernes, eh bien, vous avez ce chiffre en permanence et vous savez s'il vaut mieux vous faire un petit arrêt recharge de sécurité ou pas, etc. Enfin, ça allège l'esprit du conducteur de voiture électrique, surtout s'il est novice. Enfin, surtout que l'information, ils l'ont. Il y a des voitures qui l'ont pas, mais sauf que là, ils l'ont. Après, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais du coup, autant avoir possibilité de l'afficher, quoi. Mais surtout que vu qu'elle le calcule mal et qu'elle le met à jour au fur et à mesure que tu roules, bah autant qu'elle l'affiche tout le temps, comme ça tu peux le suivre en temps réel quoi. Bon en tout cas là les aides à la conduite, franchement c'est vraiment génial, ça roule trop bien, enfin vraiment c'est une super routière, c'est confortable. Au niveau du bruit, Alex, franchement ça va le bruit dans la voiture? Bah il y a un peu de bruit d'air mais en même temps voilà, quelle voiture n'a pas de bruit d'air un minimum? En tout cas ça m'a pas du tout dérangé sur la route, la preuve j'ai très bien dormi. Et alors, dernière chose, est-ce qu'il y a un moteur de recherche de borne dans la voiture? Si vous faites ici, rechercher, là, il y a un petit menu borne, station de recharge dans les environs. Et là, vous avez toutes les stations de recharge dans les environs, avec les puissances, le nombre de prises, etc. Et vous avez même ici un petit filtre. Vous pouvez dire, je veux seulement les hautes puissances, seulement les Ionity, par exemple, ou seulement celles qui sont compatibles avec la carte Ford Blue Oval. Et du coup, voilà, là... Alors, là, il y a la liste des stations. Par contre, les retrouver par rapport au GPS, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, on vient de sortir de l'autoroute pour faire demi-tour. Allez, on échange de place avec Alex pour pas qu'il y ait un avantage aérodynamique. Salut. Salut. D'ailleurs, je sais pas qu'on se fait chier à faire ça au rond-point parce que on peut très bien le faire sur l'autoroute juste derrière. Allez, j'accélère. Ouais, non, mais ça avance quand même, hein. Ah, ça part quand même, hein. Ouais, là, je te vois, je me dis, ouais, le mec, il envoie, hein. Bon, ben, on arrive à la fin de ce parcours d'autoroute. Là, on a des bonnes conditions. Pour le coup, on a bien roulé. Ouais. Là, moi, je suis à 123 km/h de moyenne. Là, bon, on n'est pas encore arrêté, mais on a bien roulé. Et une conso un petit dans la valeur un peu haute de la Ioniq, mais une bonne conso quand même. Ok, moi, je t'avoue, j'ai pas encore regardé, ça va être la surprise. D'accord. Je vais regarder la conso quand on sera arrêté, et à ma tête, tu devras deviner si c'est bien ou pas. Ouais, de toute façon, toi, dès que c'est au-dessus de 16, t'as une tête qui est déconfite, alors. C'est pas faux. Même si petit à petit, j'ai l'impression que tu commences à accepter ces consommations aux alentours des 20 km/h. Mais en fait, pendant les essais, j'accepte, mais je pourrais jamais en acheter une. C'est pas possible. Je veux trop un missile. Alors que moi, ouais, non, je suis moins regardant si le temps pour faire 1000 km est correct. Ouais, ça me va.
Bon, on sort, Alex. Putain, mais ça manque de régène cette voiture. J'arrive au rond-point, je suis trop rapide. Allez, on est arrivé. Là, on sent que tu maîtrises un rictus. Poker face. Quand on avait essayé l'ID4, c'est une de nos premières vidéos. Ne la regardez pas, c'est horrible. T'as à combien en conso instantané là? 26, 27. Elle avait consommé sur l'autoroute 21,4. Et pendant ce temps-là, la Ioniq 28 avait consommé 15,8. Le joueur de poker. Il a touché, il a fait. T'es au-dessus ou en dessous de 15,8? Ah, je dirais rien. Ah bah moi, je dirais rien non plus. Voilà. Moi, je suis sûr que t'es en dessous. Bon allez, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va faire le test de régène. On va mettre un chiffre sur la régène de cette voiture. Je te donne un chiffre, une estimation? À 3, on le lit. Bah, on va pas s'entendre. Voilà, moi je pense que ça va être ça. Bon, moi, j'ai pas vu ce qu'il a mis. Donc, moi, je dirais au moins 165. Eh ben on va essayer ça. Et là, non, mais je veux savoir ce que t'as dit maintenant. Oh non, je sais pas. Ah, je pense que c'est pas mal aussi. Bon, on va faire le test de régène. On va mettre un chiffre sur la régène de la voiture. Et ensuite, on va la remettre à charger à 100% pour calculer l'écart à la conso. L'écart à la recharge. J'ai dit l'écart à la conso? L'écart à la recharge. C'est-à-dire l'écart entre ce que la voiture nous indique avoir consommé et ce que la borne lui réinjecte pour la remettre à 100%. Donc là, JC est parti avec la voiture. Il va se mettre à 80 km/h au régulateur. Arrivé à la position, il va lâcher le régulateur et laisser la voiture régénérer au maximum jusqu'à l'arrêt complet. Et nous, du coup, une bonne distance de régène, c'est entre 120 et 150 mètres. Ça nous permet d'avoir une conduite normale à une pédale. De nos estimations, ce sera plus. On va voir ça tout de suite. Eh bien, c'est parti. Je vous rappelle qu'Alex a pronostiqué 165 mètres et moi 175. Bah, Alex, il a dit au moins 165. Je cale le régulateur à 80. On est parti. Ok, je suis à 80. Je suis bien. J'ai le doigt pour couper. Je coupe. Alors là, vu qu'il n'y a pas de one pédale forcément dans les derniers mètres, je vais freiner. Là, j'ai dépassé les arbres, donc c'est pas bon. Je suis à 28, 20, 15. Allez, je freine. Voilà, a priori, c'est bon. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un truc pour Alex. Je vais l'interviewer. Petit micro. Regardez ça. C'est pas beau ça. Alex, je t'interview. Bah, 177 les deux fois, donc on va considérer que la moyenne est 177. Voilà. Donc c'est toi qui as gagné. 175. Bon et bien voilà, on va recharger la voiture. Il y a Alex qui me filme. Alors attends, la prise est derrière. Donc on va faire comme ça. Et marche arrière. Alors là on voit hein, la caméra de recul. Elle allonge vraiment les distances. Là, on a l'impression qu'on est très loin. En fait, on est près. Accès facile, le siège se recule quand je sors. Bonjour. Et bonjour. Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette voiture? Oh là, c'est dur comme question quand même. Ouais. Alors viens, on va passer de l'autre côté, il y a la caméra. Bon, moi j'aime beaucoup l'avant. Je l'aime bien. En tout cas, ça attrape bien les moustiques. Et alors, on a du mal à comprendre pourquoi, avec un tel avant, elle arrive à avoir un meilleur WLTP que l'ID4 qui a l'air plus aéro. C'est très spécial, hein. Après, ils nous ont expliqué des interstices pour faire passer l'air, machin, mais à chaque fois, ils nous disent la même chose pour chaque voiture. Ouais, donc c'est Et bizarre. bon, ça, à force, on se demande si c'est vraiment efficace. Bon, on est sur des jantes que je trouve assez jolies. On est en 20 pouces ici. Elle existe en 19. Et l'arrière, j'aime un peu moins. Je sais pas ce que t'en penses. J'aime moins ce petit décroché. Ça monte, ça redescend, ça descend. Je suis pas fan de ça non plus. Là. Ouais. Mais bon, les feux arrière, sympa par contre. Oui, ça j'aime bien. La signature lumineuse, et même quand on est derrière, en fait, quand on l'a devant soi ou derrière soi, c'est une belle voiture. Ouais. C'est vrai qu'à côté, il y a une belle voiture. Quoi. Et ben, puisqu'on est là, on va regarder le coffre. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je prends la clé avec moi au cas où il y ait une ouverture main libre. Est-ce qu'on peut l'ouvrir avec le pied? Mais je ne sais pas. Ah. Oui, du premier coup. Bon, le coffre, qu'est-ce que t'en penses? Il est évidé de chaque côté, sous-coffre. Qui est pas hyper profond. Ouais. Et on a encore de la place en dessous, un petit peu, je crois. Ouais, on a un autre petit sous-coffre ici. Donc là, oui, on se rend pas compte, mais je passe une main entière. Par contre, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Là, ça fait très Volkswagen pour le coup. Trapaski, etc. Ouais. Mais alors, attends, mais t'as pas d'accoudoir derrière? Enfin, ça fait quali en tout cas. Hein. Franchement, même quand tu remets les trucs en place, tu sens que c'est costaud quoi. Alors, installe-toi. Là, c'est réglé à ma taille et moi, je conduis plus loin du volant que toi. Bah là, je peux dire, on est mieux que dans une R5. Et si. T'as la place pour mettre les pieds en dessous? Ah ouais, non, je suis bien. Oh, l'accoudoir, elle est énorme. Franchement, au niveau de la tête? Non, je suis bien. Hein. T'as vu, le toit, il se découpe pour laisser passer ta tête. Si je pourrais. Est-ce que le plancher est plat? Complètement plat. Il y a une petite bobosse. 0,5 cm. Ok. Et port USB ici, des ventilations. Par contre, là, du coup, quand tu es derrière, tu peux t'amuser à faire ça sur peut-être. Très drôle. Allez, on y va, les enfants. Allez, JC, ça va? On arrive quand?
hyper agréable. On regarde s'il y a un frein. Bah, c'est le premier truc que j'ai te demandé. Allez, Donc là, faut c'est chercher un, la c'est un truc poignée. à pousser vers la gauche. Et là, on sent le capot qui est pas fait pour être ouvert par le commun des mortels. Pas de vérin. Pas de vérin. Et Là, c'est marrant, il y a les deux gros bumpers pour le retenir. et- Et là, on voit qu'en épaisseur, on pourrait mettre un petit frunk pour Ouais. mettre un câble. Tiens, faut voir si on arrive à trouver un logo Ford à l'intérieur. Tiens, Volkswagen, ici. Mais là, il y a Ford bah là, ici. Valeo Volkswagen. Valeo Volkswagen. Là, il y a un gros Volkswagen sur le câble électrique, mais je vais pas le Volkswagen, toucher. En fait, tout ce Là, qui est, Ford, là. tout ce qui est plastique et agencement, du coup, c'est Ford, mais par contre, ce qui est électronique et fonctionnement, c'est Volkswagen. Bon, allez, on la recharge, c'est parti. Les petits câbles, c'est quoi? Moi, les câbles, quand ils sont de couleur. Ouais, j'aime bien. Moi Ouais, aussi. c'est cool. Ça fait tiens. vraiment. Ouais, même pour la sécurité, c'est que du coup, tu passes à côté, bah, tu vois qu'il y a un câble, c'est visuel. Donc, alors, petite trappe Il mécanique, n'y a pas de cache sur le T2, ça c'est cool. ça c'est Et normal. il y a un petit cache sur le CCS, mais il n'y a pas de cache sur le T2. Par contre, il n'y a aucun bouton dans la trappe. Hop, on branche ici, ça s'allume en blanc. T'arroses les plantes, JC? Il est un peu long quand même, hein, c'est bien, c'est pratique. On le branche sur notre borne. Une borne monophasée 7 kW. Et si vous voulez une borne comme ça chez vous, il suffit de vous rendre sur lachanev.fr, c'est notre site à nous. Rubrique pose de borne. Là, il y a un petit formulaire, vous le remplissez, vous dites ce que vous voulez exactement, vous l'envoyez et nous on vous met en relation avec jusqu'à 3 artisans de votre région qui vont venir chez vous, vous faire des devis et ainsi vous pourrez choisir ou pas parce que vous êtes libre, c'est sans engagement, c'est gratuit, vous serez libre de comparer et de choisir le meilleur prix. C'est sur lachanev.fr, rubrique pose de borne. Allez, on passe au conso. Bon, On va peut-être attaquer les consos, c'est un Les peu le but consos. principal de cette vidéo. allez, donc on attaque par la ville. La ville, on a fait 16 km, mais rappelez-vous, ça s'est passé dans des conditions un peu reloues avec le triathlon. Hein. Donc les consos qu'on va vous donner là, c'est pas forcément les bonnes. Les bonnes, ce seront celles qui vont découler de notre protocole qu'on va donner dans le tableau juste après. Donc c'est moi qui annonce les consos, vu que c'est moi la voiture témoin, donc Vas-y. on arrête de me prendre la parole. Hein. Allez, Donc là, en ville, la Ioniq 28, elle a fait 9,2 km au 100. et ben moi j'ai fait 13,6. Ouais, ça fait un petit écart quoi. Ça fait un petit écart. Un petit écart qui d'ailleurs, nos viewers l'auront remarqué, Ça s'affiche fiche. en pourcentage ici. Et c'est ça qui compte. Et c'est ça qui compte. Donc on continue avec la route, et là sur la route, elle a fait 10,1 km au 100. Ouais, moi j'ai fait 14,4. Donc un peu plus que la ville quand même. C'est ça. Alors moi je dis que ça fait un petit 40% de plus, 44%. 10.1 à 14.4, non? Bon, bah, en tout cas, pour l'instant, j'ai des meilleurs consos qu'avec l'ID4. L'ID4, c'était l'ancienne plateforme avec le moteur 200 chevaux. Et la nouvelle plateforme avec le moteur 286, il est plus puissant, mais il consomme moins, a priori. Et du coup plus efficient aussi. Et en plus, la voiture semble être plus aéro, parce qu'elle a un WLTP meilleur que l'ID4. Bon, bref. Est-ce qu'on terminerait pas par l'autoroute, JC? Bah, non, on arrête là. Merci et au revoir. Alors, pour l'autoroute, bah, l'Ioniq 28 a encore fait quand même une bonne conso, mais c'est un peu plus que la moyenne habituelle. On a fait 88 km, j'aurais le dire, parce que t'es pas Et- professionnel. Et on a roulé, je crois, à 125 km/h de moyenne. J'ai 115, moi, c'est bizarre. 120. Et donc la Ioniq 28 sur l'autoroute, elle a fait 15,4 kWh au 100. Et on a un chat qui nous regarde en même temps qu'on fait nos introductions. Et les gens en ont rien à foutre. Ouais. La Ford Explorer sur l'autoroute à consommer, tu peux faire un roulement de tambour? Je mettrai mon... Les mecs dans les fanfares, le mec Ah ouais. au tambour, il fait. Ça n'a aucun sens. 21 kWh au 100. Voilà, l'écart s'affiche entre les deux. Putain, mais quand on voit cette face avant, on se dit ça ne peut pas être aéro. Ah, parce que 21, c'est aéro pour toi? Mais 21, c'est ni bien ni horrible. C'est 21, quoi. Bah, enfin là, ça commence à taper du lourd quand même, 21. Ah, et quand tu vois, Ouais. c'est pas si mal avec ça avant. Je te découpe une plaque de placo de cette taille-là. Plaque comme ça, je te la mets dans les mains. Et tu cours, tu vas le sentir. Bon, bref, maintenant, on va prendre tous ces chiffres. On va les faire passer à la moulinette du Ioniq 28 Challenge. On vous explique tout dans quelques secondes et on vous donne les résultats définitifs d'autonomie, de consommation, etc. etc. Voilà. Et le chat se rapproche, hein. Fais gaffe, il me fait peur. Allez, c'est parti pour tous les chiffres de la Ford Explorer Long Range, de roues motrices. Alors, comment on calcule les consos normalisés? C'est simple. Déjà, on fait la moyenne de toutes les consommations de la Ioniq 28 sur les 40 essais précédents plus celui d'aujourd'hui. Ça donne 9,3 en ville, 10,2 sur route et 16,3 sur autoroute. Et à ces consos moyennes, on applique les pourcentages d'écart qu'on a relevés aujourd'hui, à savoir 48% en ville, 43% sur la route et 36% sur l'autoroute. Ça nous donne les consommations normalisées suivantes: 13,8 en ville, 14,6 sur route et 22,2 sur autoroute pour une conso mixte de 16,9 kWh au 100. De ces consommations résultent les autonomies suivantes: 558 km en ville, 527 km sur route et 347 km sur autoroute, mais surtout
243 km entre 80 et 10%, c'est-à-dire entre deux bornes. Parce qu'on vous le rappelle, il faut éviter de recharger au-delà de 80% sur une borne rapide, parce qu'on perd du temps. Le tout donne une autonomie mixte de 456 km, soit plus de 100 km en dessous du WLTP. On a remis la voiture à 100% et le tableau de bord de la voiture nous indique que celle-ci a consommé 28,9 kWh, tandis que la borne nous indique avoir réinjecté 32,28 kWh dans la batterie, ce qui fait un écart à la recharge de 11,7%. C'est très très bon. Si on applique cet écart à la recharge à la conso mixte de la voiture, ça nous donne une conso mixte normalisée de 18,9 kWh au 100, ce qui place notre Ford Explorer à la 28e position sur 41. Et donc le classement, le voici. En gros, la Ford Explorer consomme autant qu'une Ioniq 6 AWD, 4 roues motrices donc, mais elle consomme plus sur autoroute. Mais surtout, elle consomme 0,6 kWh au 100 de moins que l'ID4 précédemment testée. Donc effectivement, elle est plus efficiente. On notera aussi qu'elle est mieux classée que la Tesla Model Y Long Range, mais attention, la Tesla Model Y Long Range, elle souffre d'un mauvais écart à la recharge. Avec tous ces chiffres, on a simulé le temps que la Ford Explorer mettrait pour parcourir 1000 km sur autoroute et ça donne 10h21, ce qui est pas mal avec 3 arrêts recharge, plutôt bon. Au niveau de la vitesse de recharge sur autoroute, la Ford Explorer se classe 10e avec une vitesse de 521 km par heure de recharge. 521 km, c'est pas mal, même si les meilleurs flirtent avec les 1000 km/h. Au niveau du budget des recharges, sachez qu'avec un kWh au tarif de 20 centimes à la maison, ça vous coûtera 3,80 € pour parcourir 100 km. Et sur autoroute avec un tarif à 59 centimes le kWh et la conso d'autoroute, là c'est quand même plus cher, 13,10 € pour faire 100 km. Au chapitre du freinage régénératif, la Ford Explorer a donc mis 177 mètres pour passer de 80 à 0 km/h. C'est un petit peu beaucoup, ça la classe en 27e position. Et je vous invite à retrouver tous les chiffres et tous les classements mis à jour sur notre site, lachaînev.fr. Allez, on passe à la conclusion. Bon et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à la liker. Ça fait toujours plaisir quand même. Et nous mettre en commentaire si vous avez prévu d'acheter ce Ford Explorer. Si vous en avez déjà un et que vous avez des consos différentes, mettez-les nous en commentaire, on sera très ouvert à échanger. Surtout JC, adore échanger avec vous. Et surtout, dites ce que vous en pensez. C'est pas la meilleure voiture électrique et surtout qu'aujourd'hui, il y a des voitures qui sortent qui sont vraiment beaucoup plus tech. Mais c'est le genre de voiture où, si on l'a en première voiture déjà, on serait pas déçu, ça c'est une certitude. Ouais. Et même quelqu'un qui aura une électrique mais qui s'en fiche un peu d'avoir le dernier cri de tout, en fait, il a une bonne voiture pour faire de la route. Ouais. Elle a aucun défaut éliminatoire. Voilà. En tout cas, moi, je voudrais vous remercier, on le dit jamais, mais je voudrais vous remercier parce que sur nos vidéos, vous êtes toujours très nombreux à les liker, très nombreux à les commenter, à partager avec nous et ensuite d'en discuter avec nous sur Instagram. Et c'est vraiment trop cool en fait. Et vraiment, je voudrais vous remercier pour ça. Je crois qu'il a limite la petite larme, vous le voyez pas, mais je la vois d'ici. Non, mais c'est sérieux. Bon, allez. Salut, à la prochaine pour une autre vidéo. Salut. T'as l'alarme en fait? Non, j'ai pas l'alarme, ok?